Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la conscience, ce mot que nous utilisons tous les jours. Pour mieux comprendre la conscience, nous allons orienter notre réflexion en répondant à ces différentes questions. 1. Qu'est-ce que la conscience? 2. Quels sont les différents types de conscience? 3. Quelle différence existe-t-il entre ces types de conscience? 4. Quelle est la nature de la conscience? 5. Avec quel philosophe comprendre au mieux la nature de la conscience? Telles sont donc les interrogations qui feront l'objet de notre analyse. Avant de continuer, pensez à aimer, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo autour de vous. C'est parti. Commençons par répondre à la première question. Qu'est-ce que la conscience? Du latin cum qui signifie avec, accompagné de ou possession, et scientia qui veut dire connaissance, savoir. La conscience signifie savoir avec. Dans son sens le plus large, la conscience est une faculté humaine de connaissance immédiate de soi-même et du monde extérieur, c'est-à-dire l'intuition qu'a le sujet de son activité psychique, de ses actes, du monde et de lui-même. Dans son vocabulaire philosophique, André Lalande l'a définit comme une intuition plus ou moins claire qu'a l'esprit de ses états et de ses actes. On pourrait donc l'assimiler à une sorte de lumière qui révèle au sujet sa vie intérieure. Être conscient, c'est donc agir, sentir, penser et savoir qu'on agit, qu'on sent ou qu'on pense. La conscience est un aspect fondamental de ce que signifie être humain. Elle nous permet de faire l'expérience du monde, de penser, de ressentir et de nous connecter aux autres. Cependant, la réflexion sur la conscience nous amène à distinguer deux types de conscience, à savoir la conscience psychologique et la conscience morale. Ce qui nous emmène à répondre à la deuxième et la troisième question, portant respectivement sur les types de conscience et leurs différences. La conscience psychologique. Elle est ce type de conscience qui nous permet de savoir ce que nous sommes. Elle nous révèle nos états intérieurs et nous procure une certaine connaissance de nos actes. Dans ce sens, la conscience devient un mouvement de retour sur soi, afin de répondre à la question « Qui suis-je » Cette conscience se voit être comme un témoin, en ce sens qu'elle révèle à l'homme tout ce qui se passe en lui et autour de lui. La conscience psychologique fait référence à la conscience de nos propres états mentaux. C'est la voix à l'intérieur de notre tête qui raconte nos pensées, nos sentiments et nos perceptions. La conscience morale. Celle-ci est la propriété que possède l'esprit humain de porter spontanément des jugements de valeur morale sur les actes et la conduite de l'homme. Elle évalue le bien et le mal. C'est un juge, mieux un véritable tribunal intérieur qui détermine ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À ce propos, Jean-Jacques Rousseau a écrit dans Émile que « La conscience est un juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu. » En d'autres termes, la conscience morale est un conseiller personnel intérieur, une sorte de loi morale qui permet à l'homme de respecter les règles sociales. Elle répond ainsi à la question « Que faire ?» C'est la boussole intérieure qui guide nos décisions et nos actions. La conscience est donc d'une part un témoin et d'autre part un juge. Après avoir mené une réflexion sur la définition et les types de conscience, passons à présent à la nature de la conscience, ce qui nous conduit vers l'explication de quelques conceptions de la conscience. Au 1, nous aurons à découvrir la nature de la conscience par le cogito avec René Descartes. L'un des penseurs les plus influents sur le sujet de la conscience a été le philosophe français du XVIIe siècle, René Descartes. Il a déclaré sa célèbre phrase « Cogito, ergo sum », je pense, donc je suis. Descartes pensait que la seule chose que nous puissions savoir avec certitude est que nous existons. Il est arrivé à cette conclusion par un processus de doute radical, remettant en question tout ce qu'il pensait savoir. Il s'est rendu compte que même s'il doutait de tout le reste, le fait même de douter prouvait que lui, le douteur, devait exister. L'argument du cogito de Descartes a eu un impact profond sur la philosophie occidentale. Il a déplacé le centre d'intérêt vers l'expérience subjective de l'individu. L'accent mis par Descartes sur le « je » dans « je pense » est crucial. Il croyait que ce « moi » intérieur et pensant est le fondement de notre existence. Cette perspective souligne l'importance de l'introspection, de regarder vers l'intérieur pour comprendre notre propre esprit. Le cogito devient alors un moyen par lequel le sujet parvient à la découverte d'une vérité qui résiste au doute
Cette vérité n'est autre que le doute. Car le fait même de douter échappe à l'action du doute, dans la mesure où même si l'on doute de tout, on ne peut plus cependant douter qu'on est en train de douter. C'est donc cette prise de conscience du doute qui se rapporte à l'action de pensée, qui conduit Descartes à donner à la conscience une nature insulaire ou introspective. L'évidence tant recherchée par Descartes est donc la pensée consciente. Ce qui signifie que la nature de la conscience n'est rien d'autre qu'une pensée pure, une conscience du néant, une introspection, une intériorité, un repli de soi sur soi-même. Descartes le dit mieux en ces termes. « Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. » En d'autres termes, la conscience en tant que retour de l'esprit sur soi-même remet en cause les sens et l'extériorité, c'est-à-dire le monde extérieur pour sa formation. En bref, on retiendra que la conscience chez Descartes est de nature psychologique, c'est-à-dire qu'elle est réfléchie, repliée sur elle-même, c'est une pure vie intérieure, une fermeture sur soi dans son intimité et non pas un rapport au monde. Cependant, le point de vue de Descartes a ses limites. En se concentrant uniquement sur le « je », son approche risque d'isoler l'esprit du monde. Elle ne rend pas pleinement compte de la façon dont notre conscience interagit avec notre environnement et nos relations avec les autres, et comment elle est façonnée par ceux-ci. Pour vraiment comprendre la conscience, nous devons dépasser les limites de l'esprit individuel et explorer sa connexion au monde extérieur. C'est là que le travail d'un autre philosophe, Edmund Husserl, devient particulièrement pertinent. Philosophe du XXe siècle, Edmund Husserl a offert une perspective différente sur la conscience. Il soutenait que la conscience ne se limite pas à nos pensées et sentiments internes. Elle concerne également notre relation avec le monde extérieur à nous-mêmes. Husserl a inventé le terme d'intentionnalité pour décrire cet aspect tourné vers l'extérieur de la conscience. Il affirmait que la conscience est toujours la conscience de quelque chose. Nos pensées, nos perceptions et même nos émotions sont toujours dirigées vers quelque chose au-delà de nous-mêmes. Pensez au simple acte de voir un arbre. Selon Husserl, votre conscience ne reçoit pas passivement une image de l'arbre. Elle s'engage activement avec lui, tendant la main pour saisir sa forme, sa couleur, sa texture. Cet acte de tendre la main, d'être dirigé vers quelque chose, est ce que Husserl a appelé l'intentionnalité. L'intentionnalité n'est pas un concept philosophique abstrait. Elle est tissée dans le tissu de notre vie quotidienne. Chaque fois que vous prenez une tasse de café, lisez un livre ou avez une conversation avec un ami, vous vous engagez dans des actes intentionnels. Considérez l'acte de lire ces mots. Vos yeux suivent les lettres sur la page. Votre esprit déchiffre le sens des mots et des phrases. Vous vous engagez activement avec le texte en essayant de comprendre son message. Votre conscience est dirigée vers l'extérieur, vers les mots sur la page et les idées qu'ils véhiculent. L'intentionnalité comble le fossé entre notre monde intérieur de pensée et le monde extérieur des objets et des expériences. Elle met en évidence le fait que la conscience n'est pas quelque chose qui se produit de manière isolée. C'est un processus dynamique d'interaction et d'engagement avec le monde qui nous entoure. Le concept d'intentionnalité a de profondes implications sur la façon dont nous comprenons notre relation au monde. Il suggère que notre conscience n'est pas confinée à l'espace intérieur de notre esprit. Elle s'étend vers l'extérieur, englobant les objets de notre perception, nos pensées et nos désirs. Cet aspect de la conscience, tourné vers l'extérieur, est également ce qui nous permet de partager des expériences avec les autres. Lorsque vous et un ami regardez un coucher de soleil ensemble, vous dirigez tous les deux votre conscience vers le même objet. Vous vivez tous les deux le même événement, même si vos perspectives individuelles peuvent différer légèrement.
L'intentionnalité constitue la base de notre réalité partagée. C'est ce qui nous permet de communiquer, de coopérer et d'établir des relations avec les autres. C'est par notre intentionnalité partagée que nous créons du sens et construisons une compréhension commune du monde. 8e partie, introspection et intentionnalité, les deux faces d'une même pièce. L'accent mis par Descartes sur l'introspection et celui de Husserl sur l'intentionnalité peuvent sembler être des points de vue opposés. Cependant, il est préférable de les comprendre comme des perspectives complémentaires sur le phénomène complexe de la conscience. L'introspection nous permet de plonger dans les profondeurs de notre propre esprit, d'examiner nos pensées, nos sentiments et nos motivations. Elle nous aide à comprendre notre perspective unique sur le monde. L'intentionnalité, quant à elle, attire notre attention vers l'extérieur sur notre relation au monde et aux autres. Ces deux perspectives sont essentielles pour une compréhension complète de la conscience. Ce sont les deux faces d'une même pièce, chacune éclairant différents aspects de ce phénomène énigmatique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. Merci de votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle aventure.